Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée « De la prévention à la réparation, veiller à la qualité de vie des agents ». Qualité de vie au travail des agents, j'oublie ce T qui est si important. Donc une webconférence organisée par VK en partenariat avec la mutuelle Interial et avec la collaboration de Reliance. Je vous présente tout de suite nos deux intervenants. Tout d'abord Muriel Gibert. Bonjour, vice-présidente du groupe Interial en charge de la fonction publique territoriale. Et Philippe Charton, directeur du développement, marché des acteurs territoriaux de Reliance. Bonjour. Et on aura une troisième intervenante, mais via un message vidéo enregistré, qui est Lauriane Thibault, responsable du service prévention et santé au travail de la ville d'Angoulême, et qui effectivement adhérente chez Interial et qui utilise notamment la plateforme prévention dont on va vous parler par la suite et qui effectivement nous fera un peu un retour d'expérience de son utilisation. Alors peut-être quelques mots sur notre thématique d'aujourd'hui. L'importance des politiques de prévention plus que jamais priorité numéro 1. De toute façon, ça va être un peu notre fil rouge. C'est pas nouveau qu'on fasse cette affirmation-là. Vous-même, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. Mais on voit que le chemin est long. On voit qu'il peut y avoir certaines améliorations. Mais quand même, il y a encore beaucoup de travail. Cette priorité est d'autant plus importante dans la FPT parce que, vous savez, 75% d'agents de catégorie C, un vieillissement assez important de ces agents, je rappelle, 43% d'agents de plus de 50 ans, et on sait que la réforme des retraites de l'an dernier va allonger les carrières, donc plutôt à aggraver encore cette situation. Et effectivement, sur ces 75% d'agents de catégorie C, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les métiers qu'on dit de première ligne, et sur lesquels, je pense particulièrement aux ATSEM, mais ils sont loin d'être les seuls, tous les agents techniques aussi, sur lesquels les problématiques d'usure professionnelle sont très, très importantes. Donc, ces politiques de prévention plus que jamais indispensables, il faut le dire et le redire. Et j'ai envie de dire un peu le fil rouge un peu de notre webconférence aujourd'hui. Alors, j'invente rien, je crois que quand on a préparé cette webconférence, c'est vous deux qui me l'avez dit. Plus l'effort est porté sur la prévention, moins il sera nécessaire d'engager des actions de réparation. Vous allez me dire, c'est basique, mais c'est important de le dire et de le répéter. Gabriel. Donc, quelques mots un peu pour... j'ai commencé à en dire quelques mots, mais sur cette prévention, comme on dit parfois, qui demeure un peu le parent pauvre des politiques de santé en France. Et justement, peut-être d'étayer un peu ça. Bon, légère amélioration, mais il y a encore quand même beaucoup de travail. Alors, ce qu'il faut dire déjà en préambule, c'est que la France n'est guère en avance par rapport à certains pays européens sur la question de la prévention. Et que aujourd'hui, c'est important de le dire, c'est 2% du PIB français qui sont consacrés à la prévention par rapport aux 12% qui sont consacrés à la santé. C'est très très faible. Pour la première fois cette année, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale que je rappelle, avec le député Cyril Isaac Sibyl, qui était député du Rhône, lui-même médecin, et qui a interpellé en débat à l'Assemblée nationale pour faire prendre conscience que les soins représentent en gros 20% du problème de la santé et que 80% sont déterminés par en fait des tas de considérations génétiques, comportementales, et que c'est dès le commencement de notre vie et que si on les prend en compte dans une approche holistique de la santé, eh bien on pourrait largement limiter les frais de santé. Il y a une étude canadienne qui montre que quand on fait 1 km de vélo, on économise 1 euro de frais de santé. Je trouve que c'est très concret. Alors, toujours, excusez-moi de vous interrompre, mais on est toujours dans cette approche de la santé via le soin. Alors, absolument, et non pas de la prévention. Alors, vous pourriez peut-être nous redire la définition par l'OMS, parce que je la trouve intéressante. L'Organisation mondiale de la santé, effectivement, qui résume bien un peu ce sujet.
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le groupe Interial a décidé en fin 2021 de créer la première mutuelle dédiée uniquement à la prévention, qui s'appelle Prévention Plurielle, mutuelle de livre 3, et qui a pour objectif on l'abordera ça après, Muriel. D'accord. Mais peut-être juste pour finir votre phrase. Pour faire... C'est une mutuelle qui ne s'occupe que de la notion de prévention. Donc, on est très en amont de la santé, de même que tout à l'heure, on verra la réparation qui est en aval de la santé. Et on est, en gros, chacun au bout d'une chaîne. Je donne la parole à Philippe Charton, peut-être une réaction à cette introduction rapide de Muriel. Et on va avoir aussi quelques études sur... parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais ce contexte-là aussi entraîne effectivement des arrêts maladie, de longues maladies, et donc un absentéisme qui est un vrai problème dans les collectivités. Donc, petite réaction, et je passe... effectivement, c'est quelques chiffres, Philippe. Une première réaction complètement alignée par rapport à ce que vient de dire Muriel Gibert, naturellement, mais c'est vrai que c'est déterminant de santé. Quand un agent ou quand un DRH s'en saisit, le problème étant, c'est que personne n'est responsable. Et donc, par rapport à ça, engager des moyens de prévention vis-à-vis de ces déterminants, ça paraît toujours lointain. Or, il faut une vraie prise de conscience sur le sujet, que toutes les parties prenantes doivent agir, tant au niveau de l'agent lui-même que de l'organisation et aussi du DRH, qui en ce sens a un nouveau rôle dans le pilotage des différents dispositifs et des différents contrats. Et l'élu aussi. Et l'élu, la gouvernance de la collectivité. Ça devient même un choix politique, sans employer de grands mots. Absolument. Tout à fait. Il faut que ça soit porté au plus haut niveau. Et c'est vrai que, compte tenu de la faible attractivité des métiers de la fonction publique territoriale, la dimension santé, la prise en compte de la dimension santé peut, on va dire, valoriser cette nouvelle attractivité souhaitée par les décideurs locaux. Peut-être quelques constats sur la situation qu'on peut observer sur la fonction publique territoriale, sur la base de chiffres qui sont traités, qui sont compulsés par Reliance. C'est pas la totalité de la fonction publique territoriale, on part d'un échantillon quand même de 450 000 agents répartis sur 16 000 collectivités, donc c'est quand même une représentativité forte. Et sur le sujet de l'absentéisme pour raison de santé, vous retrouvez des indicateurs que l'on suit dans le temps. Là, c'est sur les 5 dernières années. La gravité, c'est-à-dire la durée des arrêts. La fréquence, c'est le nombre d'arrêts. L'exposition, c'est la part d'agents au moins une fois arrêtés dans l'année. Et la résultante finale, c'est le taux d'absentéisme. Et vous retrouvez les natures d'absentéisme pour raison de santé, maladie ordinaire, longue maladie longue durée, accident de travail. Alors, pour balayer aussi certaines idées préconçues sur l'absentéisme dans la fonction publique territoriale, les chiffres qu'on vous montre aujourd'hui prouvent qu'il y a globalement moins d'arrêts maladie pour raison de santé sur les 5 dernières années dans la fonction publique territoriale. Ça baisse de l'ordre de 9%, presque 10% en fait sur les dernières années. Et que la part des agents, donc le nombre d'agents ne croît pas. Donc en fait on est sur le même nombre d'agents et des arrêts qui sont plus bas. Pour autant, quand on regarde le taux d'absentéisme global, lui il progresse sur les dernières années de l'ordre de 5%. Pour expliquer ça, c'est tout simple. C'est la première variable, c'est la gravité, c'est la durée des arrêts qui ne cesse d'augmenter sur les dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment en moyenne 1 jour de plus en moyenne par an. Donc on est quand même sur une tendance lourde qui aggrave, c'est ce qui aggrave le taux global d'absentéisme. Alors, donc une gravité qui s'accroît, qui s'amplifie. Qui s'amplifie fortement. Là, vous le voyez de 12% sur l'exercice. Ça, c'est une tendance lourde. Alors, pour expliquer, notamment au travers des déterminants de santé,
la cause réelle de cette croissance de la gravité, naturellement, il faut prendre un peu de recul. Il n'y a pas une cause, etc. Par contre, vous l'avez cité tout à l'heure, le vieillissement de la... si on peut passer au slide suivant, le vieillissement de la population de la fonction publique territoriale, c'est quelque chose qui explique en grande partie, la croissance de la gravité. Pourquoi? Parce que vous avez une corrélation fine entre l'âge des agents et leur comportement en termes d'absentéisme pour raison de santé. Plus un agent avance dans l'âge, c'est pas plus qu'il s'arrête, mais quand il s'arrête plus longtemps. Donc c'est le sens du graphique, hein. Là c'est la répartition des arrêts et des jours d'arrêt en fonction de l'âge des agents. On voit que plus l'agent est vieillissant, voilà, plus la représentation dans l'absentéisme est important, notamment de 55 à 59. Exactement, notamment en nombre de jours, on voit ce décalage très important entre les deux histogrammes. Et vous l'avez cité tout à l'heure, hein, un impact fort au-delà de la pyramide des âges qui est quand même très tassée vers le haut, donc avec une population de seniors plus importante qu'une population de juniors. Vous avez l'impact des différentes réformes de retraite qui pèsent sur les chiffres et qui vont peser sur les chiffres. Donc c'est les deux histogrammes de la fin, là, 60 ans et plus. Là, cette population-là, de façon naturelle, de façon entre guillemets réglementaire, elles vont subir un décalage réel de leur départ en retraite. Et donc ça va faire croître la population des 60 ans et plus, et donc nécessairement une gravité qui va s'amplifier du fait du volume de seniors plus important dans les collectivités. Donc c'est un aspect technique, naturel, ça dépend comment on veut l'appeler, pour autant totalement estimable. On sait, les DRH connaissent la situation, l'ensemble des élus locaux connaissent la situation. Pour autant, on s'aperçoit bien que si on met simplement un contrat d'assurance, qu'il soit statutaire ou prévoyance, en face d'une sinistralité qui évolue de façon technique, ça ne peut pas suffire. Donc, il faut engager d'autres types de moyens, notamment la prévention, qui va venir faire baisser la survenance des différents incidents. Oui, on est face à des données objectives, si je peux dire. Totalement factuelles. Oui. Donc, et c'est évidemment l'importance des politiques de prévention, comme vous disiez à l'instant, et après, même tout l'accompagnement, les mesures possibles ou pas de maintien dans l'emploi. Donc tout ça, ça se prépare en amont. Absolument. Non, une réaction. Oui, enfin, je suis parfaitement en accord. C'est évident avec Philippe. Je rajoute en plus que dans les 70% de catégories C que vous avez citées, il y a énormément de métiers physiques qui n'arrangent pas les choses parce qu'il y a des troubles musculo-squelettiques, il y a des problèmes de colonne vertébrale, etc., avec des réductions importantes de capacité des agents à remplir leur poste. Donc il faut souvent les recaser, etc., mais pour les recaser, il faut avoir un poste. Enfin, c'est tout un problème de ressources humaines. Donc, on a le vieillissement, on a l'usure professionnelle, parce que vous parliez des ATSEM, mais il y a énormément, je pensais aux jardiniers, aux paveurs des routes, etc. Tous les métiers, voilà. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors, il est évident que la prévention ne va pas régler un certain nombre d'arrêts de maladie qui sont liés, eux, à des survenances de maladies. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, me semble-t-il, une approche globale et affinitaire. C'est ce que nous essayons de faire, donc au travers de cette mutuelle consacrée à la prévention. Nous le faisions avant, mais on a considéré qu'une mutuelle spécifique, c'était important. Et c'est en fait pour essayer, comment pourrais-je dire, de privilégier l'autonomisation des adhérents en matière de protection de leur propre santé. C'est-à-dire, la philosophie, c'est rendre l'adhérent responsable de sa propre santé, en dehors de la notion de médecin, d'examen suivi, etc. D'être acteur en partie. D'être acteur de sa santé, avec notamment, par exemple, une plateforme où en fait l'agent est seul devant son écran. Il est devant son écran, il a tout un panel de propositions devant lui.
et il peut à ce moment-là parler librement de son diabète. On sait tous qu'il y a énormément de maladies, de gens touchés par des maladies chroniques. Et l'agent est seul devant son écran, il n'a pas besoin d'aller dans sa collectivité pour éventuellement il le fait de chez lui, parler à une assistante sociale ou à un médecin de prévention, c'est parfaitement anonymisé. Et c'est en fait l'aider à prendre conscience qu'il n'est pas seul face à sa maladie. On fait des articles écrits, on en a fait 5 sur la santé mentale, 11 sur les maladies chroniques, 15 sur augmenter son capital santé, c'est des exemples. Et donc l'agent peut télécharger et lire ces articles. On leur met des brochures de dépistage à disposition. Je vous parle du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, enfin c'est des choses banales, mais c'est important pour cette population qui n'a pas forcément accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux où il n'y a plus forcément de généralistes. Et il y a moins des fois de communication sur des campagnes comme ça nationales. On sait Absolument. Que sur les parties du territoire. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que nous voulions faire et qui marche bien. Je pense que le témoignage de Madame Thibault tout à l'heure en sera la preuve. Et puis parallèlement, mais je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais on a une plateforme interactive. Comme d'ailleurs Reliance, on a une plateforme interactive où les agents peuvent se connecter et bénéficier d'un accompagnement. Alors là, qui est toujours anonyme, mais qui est avec des intervenants. Alors ça peut être des infirmières, ça peut être un psychologue, voire un psychiatre. Et là, l'agent est suivi. Alors soit sur une durée très courte, soit sur des durées beaucoup plus longues et reconductibles. Et en 2 ans, ce qui n'est pas neutre, nous avons fait 1500 accompagnements sur cette plateforme, ce qui est énorme. Tout à fait, et ce qui donc prouve qu'il y avait un véritable besoin. Et nous avons des témoignages extraordinaires de gens qui disent, en gros, vous m'avez sauvé, alors non pas la vie, mais j'étais dans un burn-out, je savais pas où en parler, vous m'avez conseillé, j'ai retrouvé goût à la vie, j'ai perdu du poids, j'ai refait du sport. Enfin, c'est très émouvant parce qu'on se dit que avec tous ces outils, on a permis à des gens d'éviter de se retrouver dans une situation de soins avec intervention des médecins, etc. Donc on a économisé de l'argent sur la part santé et on a redonné aux gens quelquefois tout simplement l'envie de vivre. Et c'est notamment, puisqu'on s'occupe aussi de l'État, sur le ministère de l'Intérieur, c'est important. Mais sur la territoriale, ça l'est aussi. Et diversité de public, ou c'est quand même assez typé les gens qui, dans les 1500 dont vous parlez Écoutez, sur la part territoriale qui nous importe aujourd'hui, ça peut aller de la catégorie C à la catégorie A+. Parce qu'on sait tous que les cadres ont du burn-out parce qu'ils ils travaillent énormément, etc. Donc c'est vraiment tout type d'intervention et c'est tout public. Des hommes, des femmes et probablement des gens qui n'auraient pas fait la démarche d'aller voir dans leur collectivité le médecin de prévention le jour où il est là. Enfin, bien sûr. Non, le côté anonyme de pouvoir faire ça de chez soi, j'imagine, très important. Et c'est vrai que juste une chose, mais ça, je pense qu'avec Philippe Charton, on reviendra par la suite sur cet aspect-là, parce qu'on parle beaucoup de troubles physiques. On a parlé des TMS, sur certains métiers, excusez-moi l'expression, c'est un grand classique. Mais une chose dont on commence à parler plus, c'est aussi les problèmes psychologiques, les problèmes de santé mentale. Et Reliance a un service dédié dessus. Et c'est vrai que je pense que l'anonymat, justement, est d'autant plus important pour ce genre de choses. Et que c'est dans l'ensemble de ces politiques prévention, alors je ne sais pas si on peut le mettre tout à fait dedans, mais effectivement un problème qu'on a largement sous-estimé jusqu'à présent, disons. Et les deux peuvent être liés, disons, parce que quand on parle de carrière plus longue, effectivement, il peut y avoir aussi des angoisses psychologiques. Donc voilà, c'est cette dimension-là où ça s'améliore, mais on est comme sur le constat général qu'on a fait tout à l'heure sur les politiques de prévention, encore un long chemin à faire. Alors sur les approches de santé mentale,
je disais qu'on avait fait 5 articles, c'est quand même l'une des dominantes des questions sur la plateforme. C'est-à-dire que, oui, nous avons tout ce qui est maladie chronique, diabète, etc. Ça va sur la consultation des articles, des conseils, la nutrition, enfin bon, le surpoids, tout ça c'est sur la... Mais pour l'interactivité, nous avons énormément d'appels. Alors, ça peut être de la dépression à la suite d'un problème privé ou professionnel, des burn-out, des doutes sur le déroulement de carrière, des problèmes de relation avec un chef, c'est très courant. Et donc là, la personne qui se sent faiblir appelle, elle est mise en contact avec une infirmière formée à la réponse psychologique, et c'est l'infirmière qui décide, en fonction de ce qu'elle perçoit dans la gravité, si on doit aller plus loin et passer au niveau d'un psychologue, voire d'un psychiatre, ou si elle peut assurer un suivi. Et à ce moment-là, il y a des rendez-vous qui sont pris par téléphone toutes les semaines ou tous les 15 jours, et on suit la personne jusqu'à ce qu'on considère que ça va mieux. Mais c'est vraiment une relation de confiance qui s'installe entre un praticien de santé qui n'est pas forcément un médecin et l'adhérent. Non, mais c'est intéressant que vous disiez que c'était un des niveaux de demande les plus importants. Ah oui, de toute façon, tout à fait. On en reparlera aussi avec ce que propose Reliance, et de voir l'importance vraiment des besoins. Alors peut-être le retour d'expérience de la ville d'Angoulême avec Lauriane Thibault. Alors c'est peut-être, je précise qu'il s'agit d'un contrat collectif, de contrat qui a été passé par la ville d'Angoulême et que nous avons eu le bonheur de remporter. Et dans ce contrat, nous avons intégré l'accès à prévention plurielle, donc tous les services de prévention plurielle. Et le témoignage de Madame Thibault est justement sur l'utilisation de cette plateforme. Et de mémoire, elle explique effectivement, ça s'intègre dans sa politique globale justement de prévention, ce qui est assez logique. Je profite pour remercier notre responsable commercial, Marianne Marbleu, qui nous a permis d'avoir cette interview. Ouais. Donc, on va la... Bonjour. Alors du coup, on est dans le cadre de notre partenariat avec la ville et le CCAS d'Angoulême, avec Interial, et je vais poser quelques questions au titre de la prévention. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et mentionner vos missions au sein de votre collectivité, s'il vous plaît? Alors, donc, je m'appelle Lauriane Thibault, je suis responsable du service prévention et santé au travail de la ville d'Angoulême et du CCAS. Nos missions, donc, c'est autour de 4 axes. Donc, la prévention primaire, le maintien en emploi et le repositionnement professionnel, la santé, la sécurité et les conditions de travail, et également la qualité de vie au travail et la cohésion. Donc, à travers ça, il y a la gestion des accidents du travail, des maladies professionnelles, des documents uniques, et vraiment tout ce qui concerne les fondamentaux de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Pour vous, est-ce que la prévention est un paramètre primordial à prendre en considération au regard de la santé dans sa généralité, si je peux me permettre? Oui, plus, je dirais. La prévention primaire, notamment, permet de prévenir la santé des agents, d'anticiper les éventuelles problématiques de santé qui pourraient survenir dans la carrière de l'agent, mais aussi à titre plus personnel. Par exemple, la mairie d'Angoulême propose la vaccination anti-grippe hivernale à ses agents, ainsi que la prévention autour des dépistages des différents cancers qu'il peut y avoir. Donc en effet, la prévention pour moi a un impact vraiment primordial à prendre en compte, en tout cas autour de la santé. Et quelles sont les actions que vous menez au sein de votre collectivité? Vous en avez cité quelques-unes juste avant, mais Interial Mutuelle peut vous accompagner et est-ce elle vous accompagne dans cette vision de bien-être au travail QVT? Est-ce qu'elle a mené des actions en binôme avec vous? Alors, donc, en termes d'actions que nous menons au sein de la collectivité, on a donc la prévention anti-grippe hivernale, comme je vous ai dit, les formations de prévention des conduites addictives, la sensibilisation au handicap, la campagne de prévention de la légionnelle, tout ce qui est qualité de l'air intérieur et prévention des dépistages des cancers, comme je vous ai dit, donc en lien avec notre service hygiène et santé publique,
Et notre journée qualité de vie au travail, ainsi que les journées de cohésion et toute l'offre de services de la ville autour du sport et du sport en général. Et justement, autour de cette journée qualité de vie au travail, Interial nous accompagne donc cette année autour d'un atelier, et puis qui sera présent toute la journée, autour d'un atelier cette année ciblé sur l'alimentation. Mais donc ils seront présents aussi pour répondre tout au long de la journée à nos agents. Et nous avons aussi prévu de les solliciter prochainement pour leurs interventions à destination de l'ensemble des agents, notamment autour de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et sommeil. De bonnes nouvelles. Génial. Nous avons mis en place une plateforme digitale créée par Prévention Plurielle, marque Interial. Est-ce que ce dispositif-là est utilisé? Est-ce que les agents l'utilisent au quotidien? Est-ce que c'est plutôt nouveau et c'est en cours d'apprentissage au niveau de vos agents, ou qu'est-ce qu'il en est? Alors, personnellement, je trouve que cette plateforme est très positive. Après, il faut savoir qu'on a aussi des agents qui sont, pour la majorité, des agents techniques, donc qui ont plus de difficultés avec tout ce qui est applicatif, ordinateur, etc. Pour moi, le gros plus, c'est aussi, comme je le disais, les interventions qui sont proposées par Interial auprès de l'ensemble des agents. Ça permet une première connaissance en fait de ce que peut apporter Interial. Et puis, je pense qu'il faudra encore un accompagnement, mais que étant donné qu'on a aussi un renouvellement d'agents, de plus en plus, ça fera partie des pratiques quotidiennes. Au niveau de l'embauche aussi, peut-être quelque chose. Tout à fait, exactement. Merci. Témoignage effectivement assez intéressant, et peut-être une chose, quand on avait préparé cette webconférence, Muriel, vous l'aviez souligné, qu'une partie du public, notamment les agents techniques, des fois sont moins à l'aise quand même avec les outils numériques. Et justement, comment améliorer ça? Alors, on améliore ça tout simplement par des actions de terrain. C'est-à-dire que quand la mairie d'Angoulême ou n'importe quel autre contrat collectif nous dit, écoutez, voilà, j'aimerais bien que vous m'accompagniez aujourd'hui sur telle ou telle thématique, nous envoyons des gens qui travaillent à Prévention Plurielle, et les 3 thématiques les plus demandées, c'est les TMS, le stress et le sommeil. Là, nous en avons fait cette année 31 auprès de notre public FPT. Alors, on monte en compétences parce que la mutuelle Prévention Plurielle n'a jamais que 2 ans. Donc, en plus des 1500 accompagnements qu'on a fait sur la plateforme, on a fait 31 accompagnements sur le terrain. En général, c'est la journée entière. Et nous faisons la même chose avec le groupe Interial possède la marque LMDE, qui est la mutuelle des jeunes, et nous faisons la même chose auprès des jeunes qui sont au moins autant touchés, parce que c'est à leur âge qu'il faut faire de la prévention. Et donc nous avons fait également 30 interventions auprès des publics, des étudiants, pour les sensibiliser à ces déterminants santé et leur éviter éventuellement d'aggraver. Alors ça peut être la consommation de sucre, dormir, comment bien se nourrir, enfin ce sont des choses. Et donc nous faisons à la fois donc du terrain, de la plateforme et des outils didactiques. C'est important cette complémentarité entre différents outils, parce qu'une plateforme, aussi utile soit-elle, ne peut pas suffire en tant que telle. Elle est effectivement, c'est un outil. En plus, les chiffres que vous donnez sont quand même plus que satisfaisants. Mais tant du côté, comme l'a montré Angoulême, par rapport à sa propre politique. Donc voilà, tout est lié. Et vous, dans les services que vous proposez, voilà, il y a cette complémentarité aussi, et notamment dans certains cas, l'accompagnement individuel est très important. L'accompagnement, oui, traditionnel. C'est clair que la limite, c'est effectivement sur toutes les populations techniques
dans les collectivités. Et quelquefois, si vous prenez un département, voire une région, ils sont dispersés aux quatre coins de la région ou du département, sans forcément avoir un bureau. Alors, ils ont des ordinateurs chez eux, mais c'est vrai que c'est une population qui n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qui est informatique, et que on ne remplacera jamais la présence humaine. Donc, on essaye de faire un mix entre les deux. D'accord. Philippe, peut-être une réaction comme ça un peu à chaud, et notamment par rapport au témoignage qu'on a eu, ou ce que présentait Muriel à l'instant. On voit de plus en plus que la prévention n'est pas nécessairement un sujet concernant les outils, parce que les outils performants existent, sont mis à disposition. On l'a vu avec le témoignage d'Angoulême, qui a développé une politique intégrée de prévention, donc qui mêle différents outils. Voilà. Donc là où le bas blesse, entre guillemets, c'est que ces politiques intégrées de prévention sont quelquefois isolées, quelquefois même pas conduites dans les collectivités locales. Quand on sait que, par exemple, même l'évaluation des risques, le fameux document unique, il y a encore nombre de collectivités qui ne l'ont pas réalisé. Et même des fois des collectivités d'une certaine taille. Absolument. On pourrait se dire c'est un problème de petites collectivités, non, même pas. Pas. Ou alors un document unique qui sert peut-être à caler quelque chose dans un placard, etc. Oui. Voilà, donc, ou c'est une obligation, c'est la fameuse c'est une obligation réglementaire, on la remplit, et comme vous dites, après on le met dans un tiroir. Et malheureusement, ça pêche quand même sur les politiques de prévention. Si vous permettez, juste parce que j'ai oublié d'en parler, et ça va faire peut-être le pont direct avec l'intervention de Philippe. Avant la réparation, on est très attaché, je vous ai parlé de prévention, mais on est très attaché à l'accompagnement. Je rappelle qu'on est une mutuelle affinitaire et que ça, voilà. Et on est très attaché à la notion de relation humaine avec les adhérents. Et on a donc en interne ce qu'on appelle la cellule proximité. Alors, c'est au niveau du service des adhérents. Et quand on s'aperçoit que nous avons des adhérents fragilisés, alors une absence de très longue durée, des soins qui se multiplient, il y a un service dédié qui appelle ces adhérents en leur offrant un lien direct et personnalisé avec un collaborateur dédié. On en fait environ 300 par an, et ça permet aux gens de ne pas être totalement déconnectés. Alors, soit du monde du travail, soit de pourrir dans sa solitude parce qu'on est une personne vieille, âgée, isolée, etc. Et en fait, donc, c'est un temps de parole qui est important. C'est apporter des conseils spécifiques parce que vous avez des gens malades qui sont complètement démunis devant ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est assurer un traitement plus rapide des dossiers s'il y a vraiment de grosses dépenses. C'est leur proposer des aides au titre de l'action sociale. Et puis, c'est les guider dans des démarches. Parce que très vite, l'adhérent se sent isolé, Philippe en reparlera. Et donc, c'est essayer d'être auprès de nos adhérents pour leur dire, lâchez pas la rampe, on est là, on peut pas tout, mais on vous accompagne. Donc, ce n'est plus de la prévention, mais c'est un accompagnement humain auquel on est particulièrement attaché, parce qu'on s'aperçoit que ça fait du bien aux gens, parce que ça leur évite, notamment vous parliez de la santé mentale, de s'enfoncer dans un trou noir de dépression. Ce n'est pas encore de la réparation, mais c'est le moment intermédiaire entre la prévention et la réparation. J'avais oublié d'en parler, mais je trouve ça très important. Et le public concerné, c'est plutôt des gens en arrêt long, pas uniquement Pas uniquement. C'est quand on s'aperçoit, alors c'est le service adhérent qui suit ça, c'est que on s'aperçoit qu'un agent a des dépenses anormales bien spécifiques dans les remboursements. Quand on s'aperçoit qu'effectivement il y a de l'arrêt de longue durée ou de longue maladie, on leur dit on est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et mais ça peut être des gens en activité et ça peut être des gens beaucoup plus âgés et isolés. Voilà, on est là et on leur dit on est près de vous.
Je trouve que d'abord, c'est particulier aux mutuelles affinitaires, et puis ça donne du sens à la notion de prestataire de prestataire de santé. Oui, tout à fait. Philippe, je vous redonne la parole parce que justement, Reliance a réalisé une étude auprès des DRH, justement sur ces besoins de prévention, et ça va être un peu relié à ce que vous disiez à un instant sur au-delà de ce qui peut être mis en place, mais avec quel état d'esprit, disons. Si c'est juste une obligation réglementaire qui est remplie, en posant la question, je donne un peu la réponse, ou s'il y a un vrai choix. Tout à l'heure, je parlais même d'un choix politique de l'élu, mais c'est vrai qu'on sait que les élus ne peuvent pas se désintéresser de ces questions. Alors, là aussi, on peut se dire qu'il y a une petite amélioration, mais le chemin, là aussi, est long. Donc, oui, en effet, on a conduit une étude auprès de 400 DRH de collectivités et on a eu quelques surprises en fait dans les réponses. Globalement, l'étude portait sur l'efficacité de la prévention au travers du ressenti des DRH, hein, c'est du déclaratif. Et on s'aperçoit déjà que sur les quelques chiffres que je vous montre là, la place de la prévention dans la structure, en fait, il y a, entre guillemets, qu'un seul DRH sur deux qui communique le fait que il y a eu une progression de la prévention sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est déjà une vraie surprise, parce qu'avec toutes les politiques de prévention qui ont été initiées sur différents sujets, on s'aperçoit que le ressenti, encore une fois, hein, c'est pas totalement factuel, c'est du ressenti. Les DRH communiquent le fait que, voilà, 1 sur 2, oui, j'ai vu les choses évoluer et j'ai vu les choses évoluer de façon efficace. Donc, on a complété les différentes réponses. On voit que c'est quand même très lié à la taille de la collectivité. Hein, le 1 sur 2 est très très prégnant sur les collectivités à faible effectif. Pour autant, quand on va un petit peu plus loin et justement quand on pose la question sur quand vous percevez que la prévention a fonctionné, c'est quoi le sujet, c'est quoi le facteur qui a fait que, en premier lieu, il y a l'engagement. Il y a l'engagement de la collectivité. On le sentait dans le témoignage de tout à l'heure d'Angoulême. Quand il y a un projet, on arrive à fédérer autour de ce projet et on arrive à prendre fait et cause avec des agents sur le bien fondé de la prévention. Le deuxième sujet, quand on voit que les choses évoluent en termes de prévention, selon les DRH, c'est la réglementation. Donc on en revient au sujet, notamment document unique, etc., mais pas que. Il y a eu quand même une impulsion sur certains sujets de la part du législateur qui ont permis d'améliorer et de promouvoir la prévention. Et en dernier lieu, en troisième position de réponse, on était sur l'agent lui-même. Et en cela, ce que disait Lionel Gibert tout à l'heure, l'importance de la parole de l'agent, dans une politique de prévention, c'est primordial, parce qu'à partir du moment où il suscite, il montre son besoin, l'agent, le fédérer autour du projet de mise en œuvre de la prévention, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il a été questionné, etc. Donc, un sujet qui reste, on le voit encore en jachère dans certaines collectivités, et qui doit être développé, on va le voir un peu plus précisément, qui doit être développé dans un sens d'un projet global et pas nécessairement dans l'utilisation d'un seul outil ou d'un seul paramètre pour mettre en place une politique de prévention. Juste pour revenir sur cette notion de cette nécessité d'avoir un vrai projet, peut-être que c'est pas quantifiable, vous pouvez pas dire c'est dans tant de collectivités qu'il y a un vrai projet, mais est-ce que de ce que vous percevez, il y a quand même une amélioration ou au moins une prise de conscience que c'est pas juste une obligation réglementaire qu'il faut remplir, mais qu'il y a besoin d'un projet global? Alors, le projet global, il est de plus en plus porté par les collectivités au sein de métiers qui deviennent de plus en plus professionnels dans l'approche de la prévention. Il y a toujours, depuis longtemps, il y a des préventeurs dans les collectivités. Pour autant, leur poids
leur rattachement dans la hiérarchie, etc., change, évolue et porte beaucoup plus les axes de prévention au sein de la collectivité, et notamment l'approche ligne directrice de gestion avec les plans pluriannuels d'action. Ça permet, au travers aussi du dialogue social, de mettre en œuvre des plans pluriannuels. Et justement, via les lignes directrices de gestion, loi de 2019, on peut, théoriquement, les élus doivent plus s'impliquer aussi sur ces sujets. Il y a beaucoup d'élus qui s'impliquent, d'ores et déjà. Faut pas voir tout en noir. Mais il y a une amélioration. Il y a une vraie amélioration. Et on sent, par contre, que quand l'élu est présent et quand le dispositif est global, que l'efficacité est là. Voilà. Alors vous disiez diversité d'actions nécessaires, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une, et on disait déjà un peu avec Muriel. Et ce qui est important, c'est vraiment cette démarche holistique. Il ne s'agit pas d'essayer d'avoir un seul paramètre, mais déjà de bien recentrer sur ce qu'on veut faire. Et en premier lieu, c'est travailler sur... c'est défoncer une porte ouverte, mais de travailler sur l'employabilité au final des agents. Donc les rendre disponibles, les rendre compétents, les engager sur leur métier, sur la délivrance de la mission d'intérêt général. Holistique au travers des personnels. On parle des agents, mais aussi on parle des managers, et on parle de la gouvernance. C'est important que la gouvernance soit impactée dans des projets globaux, on vient d'en parler, mais aussi au sein d'une organisation posée. Sans organisation posée, ça reste compliqué de mener à bien ce genre de projet. Et la pierre angulaire à ce genre de dispositif, c'est la donnée. C'est la donnée. Il faut être en capacité pour déployer, pour cibler les actions de prévention, de réparation et les différents niveaux même d'assurance en tant que tel qui est en bout de chaîne, avoir la capacité de produire des indicateurs. Et à partir de là, on peut bâtir des parcours d'accompagnement, qu'ils soient sur, vous l'avez à l'image, sur les risques professionnels, sur les risques psychosociaux. J'y reviendrai plus précisément, mais ces parcours-là, c'est des parcours qui sont aujourd'hui non pas expérimentés dans les collectivités, mais utilisés par les collectivités. C'est efficace quand c'est mené de façon holistique. On a résolument de bons résultats là-dessus. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, quand nous avons des contrats de prévoyance dans les collectivités, nos responsables des grands contrats collectifs font le bilan au minimum une fois par an avec les responsables, et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation évidente entre le taux de sinistralité, c'est-à-dire le taux entre la cotisation et les prestations versées en matière de prévoyance, et la prévention et tout ce que dit Philippe en amont. C'est-à-dire que plus il y a une politique holistique qui permet de répartir tout ça, plus la sinistralité, moins la sinistralité est élevée. Et ça, on l'a vraiment au quotidien. Donc, c'est même pas de la démonstration. C'est d'une évidence absolue. Tous les collaborateurs avec lesquels je travaille et qui sont des grands commerciaux, ce qu'on appelle les grands comptes, sont unanimes pour le dire. Donc, et que j'ai envie de dire que ça infuse, que cette culture infuse vraiment la collectivité. Voilà. Ce que je pensais dans votre présentation, quand vous insistiez sur tous les acteurs, c'est vrai qu'il peut avoir ce réflexe de se dire c'est une question de la DRH. Et alors que, comme vous dites bien, c'est tous les managers au sens très large du terme qui doivent être impliqués et en avoir conscience. Mais ça aussi, il faut les sensibiliser, les former, peut-être le terme est un peu fort, je crois, je ne sais pas. Et effectivement, c'est pas inné dans pas mal d'organisations. Ce qui marche mieux, mais ça, c'est l'ancienne spécialiste des centres de gestion qui parle, maîtriser les risques professionnels, il me semble, et je pense que Philippe va en être d'accord, que ça c'est mieux maîtrisé, tout simplement parce qu'il y a derrière une réponse pénale s'il y a un accident. Et donc là, pour le coup, tout le monde a fait en sorte qu'il y ait
pas forcément le DU, je suis d'accord, mais au moins que les préventeurs aillent voir quelles sont les conditions de travail pour qu'il n'y ait pas un faux plafond qui tombe sur la tête des agents, pour qu'il n'y ait pas d'amiante, pour que les prises soient en sécurité. Ça, c'est maîtrisé. Il y a encore beaucoup à faire sur les 3 autres items. Et c'est pour ça que dans le déploiement d'une démarche, sur le slide suivant, on a quelques éléments là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans la totalité des outils, et puis je vous citerai un exemple sur le prochain slide, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est cette notion d'approche globale, qui, certes, elle est développée chez Reliance, mais c'est un concept qui peut être travaillé de façon transversale par l'ensemble des collectivités. Asseoir sa démarche sur le pivot qui est le pilotage. Le pilotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire évaluer, identifier, quantifier le risque pour être en capacité d'avoir des outils de décision quant à l'investissement en termes de prévoyance et d'assurance. On est vraiment là-dessus sur des outils de prise de décision. Après, vous avez le bloc prévoyance où là, il y a une myriade d'outils et l'intérêt de mettre en œuvre sur la base du ciblage qu'on a réalisé dans le pilotage, c'est de se dire on va réellement faire baisser la survenance des incidents et puis de pallier aux risques humains, organisationnels, mais aussi financiers. La prévention dans ce cadre-là touche aussi l'organisation et le financier. Et en dernier lieu, et il faut le voir comme ça, c'est pour ça que c'est tout un bloc aujourd'hui l'assurance, et pas uniquement une prime face à un sinistre, c'est un contrat responsable, et donc l'assurance est vue comme le dernier niveau, le risque résiduel, ce qui reste, et là d'accord, on est dans l'indemnisation de la collectivité, de l'agent quant à sa couverture souhaitée, certes, mais avant tout, on est dans la capacité à fournir de la résilience dans la collectivité. Et donc, l'objectif étant, le premier objectif étant de tout ça, c'est de maintenir une forte employabilité des agents dans le cadre de leur métier. Et donc, ce que je vous propose, c'est de cibler sur une démarche. On en entend beaucoup parler de la santé mentale, c'est vrai. Un sujet qui monte beaucoup dans les collectivités. Et la période du Covid a été, parce que les problèmes ne sont pas nouveaux, mais a été très intéressante, parce que le sujet est moins tabou et plus sur la place publique. Ça a été un accélérateur. Exactement. Clairement, un électrochoc, clairement. Et notamment chez les jeunes. Je souligne, puisque nous avons une partie de nos adhérents qui sont des jeunes, chez les étudiants, c'est vraiment un nouvel item qui est apparu dans le cadre de la notion de santé. C'est important. Tout à fait. Et c'est vrai que pour les risques psychosociaux, vous voulez que je passe le slide suivant? Sur les risques psychosociaux, cette démarche que je viens d'expliciter, comment elle se matérialise, déjà à plusieurs niveaux. Donc, ce qu'on entend par pilotage dans les risques psychosociaux ou dans la santé mentale, c'est déjà une approche qui se veut aussi factuelle, parce qu'il faut mettre des faits derrière ça pour pas embrasser la totalité de la vie privée, de la vie professionnelle, etc. C'est trouver vraiment identifier les signaux faibles qui font qu'on va pouvoir agir derrière. Et donc vous avez différents niveaux, que ce soit en collectif ou en individuel, les diagnostics RPS qui devraient être intégrés en partie dans l'évaluation des risques. Je suis un petit peu lourd là-dessus, mais le document unique, c'est quand même la pierre angulaire à tout ça. Donc voilà, le diagnostic RPS, ça c'est un outil qui fonctionne très très bien dans un cadre apaisé de collectivité. C'est pas un outil qui doit répondre à une situation nécessairement de conflit ou de crise. Non, c'est un outil d'évaluation, un outil de ciblage. On est sollicité beaucoup sur les études d'impact organisationnel. Là, c'est plus en lien avec un événement au sein de la collectivité.
voire même un changement d'organigramme quelquefois là-dessus. Puis après, vous avez un traitement plutôt un diagnostic individuel, l'identification des signaux faibles par rapport à un diagnostic là individuel. Et là, j'en reviens au fait que l'agent doit être motivé aussi pour rentrer dans ce genre de démarche. Et c'est tout l'intérêt de la deuxième partie de se dire que pour que cela fonctionne et engager de la prévention, et ça en fait partie, la sensibilisation, c'est un premier temps complètement nécessaire. Fédérer autour du projet au travers de la sensibilisation, là aussi ça paraît défoncer des portes ouvertes, sauf que c'est ce qui fonctionne, parce que les temps de parole agent, les temps de parole manager, etc. au sein de ces sensibilisations, ça nous permet à la fois de cibler les besoins et puis de valider ce qu'on aura trouvé en termes de signaux faibles dans la partie pilotage. Et donc ces sensibilisations donnent lieu souvent à de la formation. Non pas de la formation, les managers ou les agents se transforment en psy, non, mais c'est comment vivre face à une situation de tension, comment évoquer ses propres symptômes de tension au travers d'échanges, à qui échanger, etc. Tout ce process-là, c'est un process de formation que l'on met en œuvre avant de passer à du coaching, soit collectif, soit individuel. Oui, ça c'est les réponses. Quand on est déjà dans la réparation. Et dans ce cadre de la réparation, là il y a différents dispositifs, que ce soit aussi de l'individuel ou du collectif, avec quelque chose qui est très fortement utilisé aujourd'hui par les collectivités qui s'engagent dans ce genre de programme, c'est les groupes de parole, c'est le soutien psy individuel. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui monte en flèche, voilà, dans les collectivités. On met en place aussi des lignes d'écoute, mais les lignes d'écoute, je fais une petite parenthèse là-dessus. Certaines collectivités se dotent de lignes d'écoute en pensant que le problème, c'est que si c'est un dispositif isolé, il ne va pas être consommé et il ne va pas donner lieu à l'objectif d'employabilité. Donc ça, il faut que ce soit, tout à chacun, prendre son téléphone et puis dire je vais mal à une personne qu'on ne connaît pas, ou 24, même si c'est 24 heures sur 24, il faut présenter le dispositif, il faut présenter l'après, le pourquoi, etc. Donc le soutien psy, vraiment très très important. Des dispositifs de médiation, là aussi en collectif, zone de tension dans les collectivités. Dans un dispositif global de traitement de la santé mentale, c'est des dispositifs qui sont très pertinents. Vous avez, Muriel en parlait tout à l'heure, à partir du moment où le ciblage est individuel, que l'agent est volontaire dans le dispositif, eh bien, il peut rentrer dans un parcours de soins avec différents experts qui vont le suivre dans le cadre du maintien et du retour à l'emploi. On est toujours dans ce cadre de l'employabilité. Et qui sera facilité plus on intervient en amont. Exactement. D'où l'importance de la démarche sur les signaux faibles. Exactement. Donc, à partir du moment où on aura réussi à identifier l'ensemble, là, on pourra traiter l'individu. Et ce qui est important aussi, c'est de partager ça toujours avec la collectivité. Et donc, de se dire que ce genre d'action, c'est pas des actions ponctuelles. Même si la totalité du dispositif, quelquefois, on va utiliser une partie pendant un temps, et puis une autre les temporalités ne sont pas forcément les mêmes selon les cas. Par contre, c'est s'engager sur le long terme. Nécessairement. C'est des démarches qui sont longues parce qu'il faut les suivre dans le temps. L'employabilité, on le voit avec les chiffres, les tendances, c'est des tendances lourdes. Quand vous êtes face à l'usure professionnelle, au vieillissement de la population, ça ne va pas se régler en un an. Et tout ne va pas se régler grâce à la prévention. Par contre, encore une fois, pour mobiliser des outils qui maintiennent le bonne employabilité des agents, il faut engager tout ça et il faut engager du suivi derrière. Donc de l'échange avec la collectivité pour réajuster en permanence les différents dispositifs. Et de faire parfois aussi du cas par cas, parce que vous pouvez, j'imagine, avoir des profils identiques, même type de métier, même âge,
où effectivement les caractéristiques seront pas forcément les mêmes. Il y a des points communs, évidemment, on le sait sur certains métiers. Exactement. Mais après, chaque cas est particulier. Donc, d'où l'intérêt par exemple, de notre plateforme. C'est complètement en phase avec ce que dit Philippe. C'est qu'on a le projet de la collectivité, qui est un projet global. Et puis, il y a aussi le moment où l'agent se retrouve chez lui et où il a besoin de parler à quelqu'un en individuel, parce que ce qu'il ressent, ça a été évoqué dans le bloc bleu, mais il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui va l'écouter, lui. Et ce que je rajoute, pour avoir été longtemps dirigeante, c'est que ce que dit Philippe, que j'approuve, mais sans réserve, connaît des blocages. Moi, j'ai connu des endroits où, pour des raisons hiérarchiques, etc., ça ne va pas comme l'on veut, parce que l'agent est retenu par un certain nombre de choses. C'est pas encore totalement... il y a encore des tabous. Donc, il faut dépasser ce genre de choses, parce que c'est vrai que ça évite les arrêts, pas mal d'arrêts de travail, parce que l'agent n'en peut plus et que du coup il se dit pendant 3 jours je vais pas venir parce que je vais aller mieux, etc. Donc c'est vraiment à intégrer dans la notion de politique RH, et je pense que il suffit pas de faire un contrat prévoyance. Il faut expliquer à nos décideurs, à nos collègues, que un contrat prévoyance, c'est un outil au milieu de tous ces outils-là. Et je rejoins Philippe en disant oui, s'il y a vraiment une maladie très grave, on indemnise et puis c'est bon. Mais il y a plein de choses qui peuvent être soit supprimées, soit grandement améliorées par ce genre de démarche. De toute façon, dans ce que vous dites tous les deux, moi je trouve une des constantes, c'est vraiment... il y a des outils qui sont extrêmement utiles, c'est sûr, mais il n'y a pas un outil miracle, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'importance, on revient sur cette idée un peu de projet. En plus, les temporalités, comme on s'est dit, sont pas les mêmes, les publics sont pas forcément les mêmes. Donc, on a besoin effectivement de cet ensemble qui est indispensable, disons. Et en amont de tout ça, cette fameuse prise de conscience. Parce que justement, là, on a encore quelques minutes. On voit que souvent, ce qui est évoqué, c'est le manque de moyens sur ces politiques de prévention. Alors, des fois, ça peut même être dit de bonne foi. Mais est-ce qu'en réalité, en étant un peu schématique, de se dire, mais c'est un très mauvais, c'est le cas de le dire, c'est un mauvais calcul. Parce qu'en réalité, c'est un investissement sur l'avenir, les politiques de prévention. Parce que quand on voit l'impact, effectivement, de l'absentéisme, d'arrêts longs, et effectivement, la collectivité, alors, après, il faut mettre la dimension humaine, mais la collectivité a tout intérêt, effectivement, à investir dans ces politiques de prévention. Alors, collectivité, État, tout le monde a intérêt. Et moi, je suis très frappée du faible poids de la notion de prévention dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges établis par et l'État et les collectivités, dans les notations. Finalement, la prévention est un tout petit critère, quelquefois même, il n'apparaît pas. Alors que ça devrait être un critère déterminant, comme le fait d'avoir une économie sociale et solidaire, comme le fait d'avoir un taux de couverture pour une mutuelle suffisant. Je pense que c'est un des critères qu'il faut absolument développer dans l'appréhension des contrats collectifs qui, dans le cadre de la PSC, vont devenir obligatoires. Et donc, faire un contrat de prévoyance obligatoire, mais sans intégrer dès le début cette notion de prévention telle que l'a décrite Philippe, ça devient absolument nécessaire. Et peut-être encore un mot sur cette histoire de financement. Alors, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, mais c'est vrai qu'au moment de la discussion de la réforme des retraites, et par rapport aux spécificités de la FPT et de l'usure professionnelle plus importante que dans d'autres fonctions publiques, il y avait eu un engagement du gouvernement de créer un fonds d'usure professionnelle. Bon, il y a eu un rapport qui a été remis, les choses avancent. Bon, on avait un projet de loi de réforme fonction publique qu'on devait avoir. Bon, là, on ne sait plus si on aura ni quand. On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, le problème existe toujours.
Et quand on parlait, au-delà de la configuration de ce fonds, des financements, parce que c'est ça qui est important, on voyait que les chiffres qui ont pu être évoqués étaient quand même très bas. Oui. Et on est toujours ok, la prise de conscience peut-être s'améliore, mais les moyens mis sont pas du tout au niveau des nécessités, disons. Alors clairement, les chiffres qui avaient été annoncés et que je n'ai plus en tête, pour être honnête, au niveau de la France, mais si on divise par le nombre d'agents, c'était dérisoire. Mais en même temps, si tout le monde s'occupait de prévention et le mettait dans un cahier des charges, nous pourrions avoir cette démarche holistique à laquelle nous aspirons tous les deux, et pour des coûts qui sont dérisoires au regard de, si vous prenez un contrat collectif de prévoyance, que ce soit à adhésion facultative ou à la future adhésion obligatoire, le coût de la notion de prévention au niveau santé, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, est relativement faible. Je pourrais vous donner un exemple, il est chiffré, c'est que par exemple la plateforme prévention plurielle, c'est 0,90 centimes par mois et par adhérent. C'est-à-dire que par rapport au coût d'une prévoyance, c'est rien. Donc ça rajoute peu de choses et ça peut largement faire baisser, comme je le disais tout à l'heure, les taux de sinistralité. Je suppose que Philippe me rejoint sur cette approche. Complètement. Et puis de toute façon, le fonds ne peut être que l'un des outils utilisés dans le cadre de la prévention. On le voit au global. C'est une politique globale, holistique, sur plusieurs années qui doivent être engagées. Engagées en se posant les bonnes questions, parce que faire de la prévention, c'est aussi sécuriser la délivrance de la mission d'intérêt général, puisqu'en garantissant l'employabilité des agents, ça veut dire que les usagers en face ont des agents qui permettent vous avez raison de le rappeler. Donc ça pose question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les budgets, vous l'avez évoqué, sont contraints. Il n'y aura pas de recrutement, enfin on peut l'imaginer, mais je suppose qu'il n'y aura pas de recrutement massif pour pallier aujourd'hui au manque de la collectivité, des collectivités territoriales. Donc la préservation de l'agent, l'employabilité de l'agent est d'autant plus importante, et donc les politiques de prévention, leur coût est tout à fait relatif par rapport à ça. Le temps, comme d'habitude, passe vite. Il va falloir malheureusement qu'on s'arrête. En tout cas, un grand merci à vous deux. Donc, merci à notre partenaire Interial et à la collaboration de Reliance. Je tiens à remercier aussi en régie Cynthia Nguyen et Alicia Cousin. Et donc, cette webconférence, comme d'habitude, sera disponible sur notre site pour la voir et la revoir. Merci encore à vous deux et à très bientôt. Merci à vous.